Bon. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Comment calculer la longueur d'une courbe? Fait que là, est-ce qu'il y a une façon, meilleure façon que de monter sur son escabeau puis de sortir son tape à mesurer pour mesurer la longueur d'une courbe? Eh bien oui. Donc, qu'est-ce qu'on voudrait savoir en fait? C'est si j'ai une fonction, cette longueur-là, on le sait c'est quoi? Hein, c'est la longueur B moins la longueur A. Fait que ça, c'est B moins A. Ça, c'est correct. Mais on voudrait savoir, en fait, pas ça. Pas ça qu'on veut savoir ici. Je veux savoir, c'est quoi la longueur ici. Ça. Là, si la fonction est curvée ou peu importe, ça va être plus long. Ça va tout le temps être plus grand ou égal à B-A. Si la fonction est droite, ça va être B-A, mais sinon, dès qu'il y a une petite curve à quelque part, ça va être B-A. Ça va être plus grand que B-A. Fait que l'idée, c'est qu'on prend notre courbe, on zoome, puis on prend des tranches. On prend n tranches encore de la courbe. Puis qu'est-ce qu'on fait? On prend des points. À ces places-là qu'on a fait des tranches. Puis on les relie par des droites. Puis c'est censé être des droites ce que j'ai fait. Effectivement, c'est pas très beau. Mais on relie ça par des droites, des segments. Puis on va calculer l'aire de ces segments-là. Vu que c'est droit, c'est facile à calculer. Quand c'est une curve, on ne peut pas vraiment calculer la longueur. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on calcule la longueur de chaque segment. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des segments un peu partout, additionner la longueur de ces segments-là, d'un nombre fini n, puis ça va être une approximation, mais en faisant tendre le nombre de coupes vers l'infini, n tend vers l'infini, ça va donner exactement, en fait, la longueur de la courbe. C'est tout le temps la même idée qu'on utilise que l'idée qu'on a utilisée pour calculer, pour construire l'intégrale définie, en fait. Fait que bref, c'est ça qu'on va faire. Fait que si je zoome sur juste une coupe ici, mettons, donc je zoome sur une coupe, donc j'ai une coupe, puis je prends la coupe, la Koyem coupe que j'ai faite. Donc, je voudrais savoir la longueur du truc en rouge. Bon, ben, comment je vais faire? Je vais utiliser Pythagore. Je vais dire, OK, bon, ben, je vais prendre ça. Je vais créer un rectangle ici. La longueur en bas, c'est delta x. C'est toutes des coupes de même longueur, delta x. Delta x, c'est B. C'est la longueur totale d'un intervalle divisé par le nombre de coupes que j'ai faites. Mais bon, c'est tout le temps la même chose qu'on utilisait avant. La hauteur, c'est quoi? La hauteur, ça va être la hauteur ici. C'est la hauteur. Je cherche une couleur que j'ai pas prise. Attends, brun. La hauteur jusqu'ici, moins la hauteur jusqu'ici. Ça va me donner exactement la hauteur que je regarde ici. Puis la hauteur jusque-là, ben, ici, le point ici, c'est f de xk-1. Ça me donne la hauteur jusqu'ici. Puis ici, c'est f de xk. Donc, ça me donne la hauteur jusque-là. Fait que finalement, si j'appelle lk le segment en rouge, ben, avec Pythagore, j'obtiens que lk au carré, c'est égal à delta... ah non. C'est égal à f de xk moins f de xk moins 1. Donc, ça, c'est un des côtés au carré, plus l'autre côté au carré. Ça, c'est Pythagore qui me dit ça. Alors, le côté ici, c'est fk moins fk moins 1. Puis le côté en bas, c'est delta x. Fait que j'obtiens ça ici. Donc, si je veux savoir la longueur juste du segment en rouge, ben, je prends la racine. fk moins fk moins 1 au carré plus delta x. Là, pour continuer la preuve de ce truc-là, ça nous prend un autre théorème. Ça s'appelle le théorème des accroissements finis, ou qu'on abrévie TAF.
Le taf, ça veut dire c'est une cigarette en français au français de France. C'est pas ça, là. C'est vraiment le théorème des accroissements finis. Ouais, t'aurais-tu une taf à me prêter, mec? Tu me files une taf? En tout cas, théorème des accroissements finis, ça dit que si j'ai une fonction continue et bornée et dérivable, parce que je rappelle, si une fonction continue bornée est forcément intégrable, mais pas nécessairement dérivable, parce que si on a, mettons, la fonction valeur absolue de x, ben ça n'est pas dérivable en zéro. Une fonction, si elle a des pics, comme ça ici, elle ne sera pas dérivable. Parce que la dérivée, je rappelle, c'est la pente de la tangente à ce point-là. Mais là, c'est pas clair, c'est quoi c'est pas ça la tangente, là. La tangente, si je prends 0 plus h ou 0 moins h, les deux bords, si je prends la tangente de ce côté-là, puis je fais venir de plus en plus mon point, ça va tout le temps donner une pente comme ça. Puis si je prends un point qui est un petit peu plus à droite, puis je le rapproche de plus en plus, ça va tout le temps donner une pente de la tangente comme ça. En fait, la dérivée n'est pas définie au point 0. Bref, il faut que la fonction soit dérivable aussi. Si elle continue et dérivable et bornée sur un intervalle AB, alors qu'est-ce qu'il me dit le théorème des accroissements finis? Il dit que si je prends la pente de la droite qui relie le point FB, ça c'est les hauteurs, il existe un point entre les deux, C, tel que la pente de la tangente de la ligne en rouge, c'est la même que la dérivée à ce point-là. OK? Fait qu'est-ce que ça dit? Ça dit que il existe un C entre A et B tel que la pente de la... ça serait en rouge. J'aurais dû l'écrire en rouge peut-être. La pente de la variation des Y sur la variation des X, la pente de la droite en rouge, est égale à la dérivée. La dérivée, ça donne tout le temps une pente de tangente. Fait que je dis la pente de la fonction, de la ligne en rouge, qui est ça ici, est égale à la pente de la ligne en... il existe un point que sa pente en jaune est égale. C'est ça que ça me dit le théorème des accroissements finis. Il existe toujours un point que ça va être vrai. Fait qu'on va utiliser ça ici dans notre... Là, c'est quand même une grosse preuve mathématique. Là. Pas de panique. Donc, par le théorème des accroissements finis, je sais qu'il existe un CK entre... on peut les inclure, les intervalles, c'est pas grave. Entre xk-1 et xk, tel que f de xk moins f de xk moins 1 sur xk moins xk moins 1 égale f' de ck. OK? Puis là, ça ici, c'est la longueur de mon sous-intervalle, fait que c'est delta x. Fait que je sais en particulier que delta x fois, si je multiplie par delta x avec barre, je sais que delta x fois f' de ck est égal à f de xk moins f de xk moins 1. Fait que je sais, en remplaçant là-dedans, que c'est égal à delta x fois f' de ck au carré plus ça ici au carré racine. Puis là, avec ça, là, j'ai pas tant de place. Fait que je vais continuer à monter. Je peux mettre x au carré. Ça fait x. Je peux distribuer là au carré si je veux. Ça fait ça au carré
fois ça au carré. Donc, je peux mettre un x carré en évidence, puis il va rester 1 plus f' de ck. Non, c'est pas tout qui est au carré. C'est juste le f' de ck. Dans le fond, il va rester... Excusez, je vais l'écrire dans l'autre sens. Il reste f' de ck au carré plus 1. Comme ça ici. On peut séparer la racine en deux. Fait que finalement, puis je peux switcher les deux ici si je veux. Fait que finalement, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste que la longueur en K est égale à 1 plus f' de ck au carré fois delta x. Donc, la longueur totale est environ égale à, si je prends la somme de toutes ces petites longueurs-là, ça c'est la longueur d'un petit segment. Si je prends la somme de toutes ces longueurs-là, là, c'est tout le temps la même idée qu'on utilise 1 plus f' de ck au carré. Puis là, si je veux avoir une égalité, il faut que je prenne la limite lorsque ça tend vers l'infini. De ça ici, k égale à 1 jusqu'à n. 1 plus f' de ck. Puis ça, quand on a une limite puis une somme, ça c'est la définition en fait de l'intégrale. Je sais que ça va être l'intégrale de a à b de 1 plus f' de ck au carré fois la racine fois delta x fois dx. Ça, c'est la formule pour calculer la longueur d'une courbe par rapport à l'axe des x. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est j'aurais pu, au lieu de la couper comme ça, j'aurais pu en fait la couper dans des intervalles comme ça ici, de C à D. Ben, le C ne serait pas là, ici, il serait ici en fait. De C à D. Puis là, faire une construction similaire au lieu de prendre des... avec des points, puis trouver des... On aurait pu faire la même chose en couper l'autre bord. Puis ça nous aurait donné une fonction, une formule par rapport à Y, mais nous, on ne fera pas ça dans ce cas-ci, mais juste le mentionner qu'on aurait pu faire ça. Good, fait que ça, c'est la formule pour longueur d'une courbe. Fait que la preuve est là. Ça utilise le théorème des accroissements finis. Ça, c'est un autre théorème en mathématiques que je n'ai pas vraiment mentionné dans ce cas-ci. Peut-être que c'est mentionné des fois. Des fois, c'est mentionné en calcul différentiel, des fois non. Mais bon. Peu importe, c'était pour savoir d'où qu'elle sort la formule, en fait. C'est pas de la magie, c'est vraiment une formule. Fait exemple, si j'ai une courbe, puis je veux savoir la longueur ici, donc j'ai la courbe ici, je veux savoir sa longueur. Donc, je sais que la longueur d'une courbe, c'est égal à AB de 1 plus f' de x au carré dx. Je me trompe tout le temps, c'est racine. Je me suis trompé. Ah, j'ai mis CK ici, c'est pas CK. Un coup qu'on passe... je me suis trompé. Un coup qu'on passe à L, c'est... oui, ça c'est encore CK, ça c'est encore CK. Mais un coup qu'on passe à l'intégrale, ça devient X. Puis ici, en fait, ça serait G'. OK, là, ça a l'allure. Good. Fait que là, si on veut la formule ici, premièrement, on va calculer la dérivée. Donc, F... je fais un bleu. OK. F' de X. Dérivée de 1, c'est rien. C'est 0. Puis on abaisse l'exposant en avant, on fait moins 1 à l'exposant. Fait que finalement, il me reste 3 racines de X. C'est mon F'. Puis A, c'est moins 1 sur 9. B, c'est 0.
Si je veux savoir ça, ça me donne 1 plus 3 racines de x au carré dx. Là, c'est juste une intégrale relativement simple. 1 plus 3 à la 2, ça fait 9. Comme ça ici. Dx. Bon, ben là, substitution. U, c'est 1 plus 9x. Donc, du, c'est 9dx. Du sur 9, c'est dx. Puis, je vais changer mes bornes. On aurait pu ne pas changer puis les remettre tout en x après. Puis, je pense qu'on sait comment ça fonctionne. Si x égale 0, ça veut dire que u, c'est 1 plus 9 fois 0, qui égale 1. Si x égale moins 1 sur 9, ça veut dire que u, c'est égal à 1 plus 9 fois moins 1 sur 9. Donc, ça fait 1 moins 1 qui égale 0. Fait que finalement, on se ramasse avec les bornes de 0 à 1 de racine de u, donc u à la 1/2, fois du sur 9. Donc, ça me donne 1 sur 9 fois u à la 3/2 sur 3/2. Tout ça évalué de 0 à 1. On peut sortir le 3/2. Vu que c'est une division par une fraction, on switch. Donc, on se ramasse avec 2 sur 3 fois 9, 27, fois u à la 3/2 évalué de 0 à 1. Si j'écris mes bornes ici, il faut que j'aille changer. Là. Il y en a des fois qui faisaient ça. Si on met en termes de U et on écrit des bornes ici, ça veut dire qu'on a changé les bornes. Si je décide de ne pas changer les bornes, j'aurais écrit ça, c'est égal à l'intégrale, pas de borne de U à la 1/2 du sur 9. J'aurais fait l'intégrale, 2 sur 27 U à la 3/2. Puis après ça, ici, je l'aurais reconverti en termes de X. Puis là, ici, je mets mes bornes en termes de X initial. OK? Je ne mets pas de borne ici quand je le change en U si je n'ai pas changé mes bornes. Sinon, c'est mélangeant. Ça veut dire que tu évalues U de cette borne-là à cette borne-là. Si tu ne mets pas de borne, c'est correct, mais si tu en mets, ça veut dire que tu as changé tes bornes avec cette étape-là ici. OK? Moi, vu que j'ai changé, je peux les écrire. Si je n'avais pas changé mes bornes, je ne les aurais pas écrits. J'aurais fait ça ici comme ça, calculé, puis après ça, j'aurais changé en X, puis là, j'aurais évalué. Good. Mais là, moi, j'ai changé, fait que j'évalue en termes de U. Fait que là, finalement, ça va donner 2 sur 27 fois 1 à la 3 racines, ça fait 1, puis 0 à la 3 racines, ça fait 0. Fait que finalement, la réponse, c'est 2 sur 27. C'est ça. Fait que ça, on a calculé quoi? On a une fonction 1 plus 2, 1 plus x3 sur 2, c'est une fonction. Puis là, on a calculé l'air entre moins 1,9 et 0. Fait qu'on a genre un morceau de la fonction. Là, la fonction, j'ai écrit n'importe quoi, mais on a calculé la longueur de la courbe entre ces deux points-là. Normalement, ça donne un petit nombre. Moins 1,9, c'est super petit, c'est super proche de 0. Fait que si on trouve une valeur ici de 2 sur 27, ça fait du sens. J'aurais trouvé une valeur négative, ça ferait aucun sens. C'est la longueur d'une courbe. Il faut que ça soit positif. C'est pas comme l'intégrale, mettons. L'intégrale, si j'ai une fonction comme ça ici, puis il y a autant d'air ici que d'air ici, puis je calcule entre A et B, ben l'air, ça va être 0. L'air f de x égale 0. Si j'ai juste la partie, en fait, ici, mettons, de C, si j'ai juste l'intégrale de C à B, ben là, c'est tout le temps négatif. Fait que ça va être égal à quelque chose de négatif. Ben là, quand que je calcule dans ces sections ici, les volumes puis tout ça, forcément, il va y avoir autant de volume en haut qu'en bas. Je le fais tourner autour de l'axe des X. Fait que j'obtiens un solide de révolution, mais il y en a autant en haut qu'en bas, c'est sûr. Là. Mais dans notre façon de faire la chose, ça va tout le temps donner un volume positif ici. Ce ne sera pas 0 à chaque fois. Ce ne sera pas ça compte pour négatif, ça compte pour positif. C'est pas ça la construction. Ça dit vraiment le vrai volume là, de la chose en unité positive. Ou 0 si on a fait tourner la fonction 0. Mais c'est le seul cas que ça va donner 0, c'est si on a fait tourner la fonction qui vaut déjà 0. C'est bon? Même chose, si on a une fonction qui est en dessous ici,
Puis là, je décide de calculer la longueur de la courbe. Ça ne donnera pas une longueur négative parce que la fonction est négative. Ça n'a pas rapport. Good. Fait que c'est ça pour ça. On lâche pas. Il reste pas tant de grosses preuves. Il en reste une autre prochain cours. Après ça, ça va être plus soft. Plus relax.